Bonjour à tous. Donc effectivement, seconde séquence de ces échanges avec Bruno Caron, président de la MFP Service, et Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, pour effectivement évoquer une double mue, en fait, une mue effectivement plus globale de l'assurance maladie vers l'assurance santé, vers une approche plus préventive. La prévention est un sujet qui est abordé depuis des années, mais qui a pris une nouvelle accélération avec la stratégie nationale de santé. Dans le même temps, MFP Service a également abordé une mue parallèle dont nous allons pouvoir parler tout de suite. Je vais d'ailleurs commencer par Bruno Caron, global de l'assurance maladie, vers cette logique de prévention. Comment vous pourriez effectivement dresser ce parallèle entre ces deux mues ? Oui, je dirais que si MFP Service n'accompagnait pas les évolutions de l'assurance maladie, j'aurais peut-être un petit problème avec le directeur général parce que je serais hors cadre. Depuis 2014-2015, avec la CNAM, nous avons dit, MFP Service jusqu'à cette date-là, 2015, avait pour habitude de laisser les mutuelles faire de la prévention. Je rappelle que le tour de table de MFP Service est mutualiste. Et MFP Service faisait de la gestion des prestations avec le relais des actions de prévention de la CNAM. Je pense notamment au dépistage, cancer du sein, colorectal, etc. Et là, nous nous sommes dit, nous avons une population de la fonction publique, quelque part, qui est peut-être l'oublié de la prévention. L'oublié de la prévention, il y a un rapport de 2017 des inspections générales des administrations, IGF, IGAS, Inspection générale d'éducation nationale, etc. Ces inspections ont commis un rapport en 2017 soulignant les fortes carences en matière de prévention dans la fonction publique. Alors là se pose un problème. Car au niveau de la CNAM TS au départ, CNAM aujourd'hui, avec l'intégration du RSI, on voit bien quelque part l'universalité qui se fait au travers de cela. La CNAM a son département, a sa direction, accident du travail, maladie professionnelle. La CNAM travaille avec l'employeur. MFP Service, gestionnaire de l'assurance maladie, ne travaillait pas avec l'employeur sur automatiquement l'approche RO de façon très claire et santé publique. Donc, à partir de 2015, et en collaboration avec la CNAM, nous avons travaillé véritablement sur la base fonction publique que nous avons, sur notre périmètre en tant que tel, pour analyser les prévalences, les taux de prévalence, là où il valait mieux éventuellement prévoir d'intervenir ou pas, et puis de lancer des programmes. En 2017, nous étions prêts, nous avons commencé à lancer des programmes, et en 2018, année pleine, je dirais que nous sommes fortement intervenus dans le monde de la fonction publique, mais pas que dans le monde de la fonction publique, car bien entendu, nous avons en gestion la totalité des fonctionnaires qui nous sont attachés, qu'ils soient retraités, papa ou maman, donc les enfants. Donc nous avons des programmes qui vont de 0 à aller au centenaire, de façon claire. Donc voilà comment nous avons véritablement progressé, je dirais, dans le cadre du pragmatisme, je dirais, public au regard de l'utilisation des subsides, et comment nous avons progressé dans le cadre de la stratégie nationale de santé qui veut véritablement que tous les Français aient un accès à la prévention. Alors, vous dites, Monsieur Caron, pragmatisme. Je pense que c'est un mot sur lequel Monsieur Revel va pouvoir rebondir. Comment, dans cette volonté globale de promouvoir la prévention, vous avez abordé effectivement ce partenariat avec MFP Service et ses évolutions au cours des dernières années? Alors, je vais peut-être d'abord merci pour l'invitation. Je ne vais peut-être pas revenir sur la manière dont Bruno Caron a retracé ces dernières années en soulignant finalement une forme de problématique que nous partageons, qui est que finalement on nous demande de faire toujours plus avec moins. Le moins étant les moyens qui nous sont aux uns et aux autres octroyés ou programmés en termes de fonctionnement, et qui fait que voilà, nous avons une forme d'obligation d'être extrêmement rigoureux, de plus en plus rigoureux, avec des frais de gestion qui, finalement, en valeur absolue, se réduisent et vont probablement, dans les prochaines années, encore devoir se réduire, ce qui, évidemment, oblige à repenser les organisations et à essayer de
de capitaliser sur une forme d'effet de taille sur lequel le régime général a été susceptible d'amener progressivement plusieurs solutions à MFP Services. Et vous rappeliez la première solution d'avril 2015 sur l'infogérance. Bon. Mais tout ceci, c'est aussi au service d'une vision de nos missions qui va au-delà du remboursement des frais de santé, de la couverture du risque, mais qui doit essayer de contribuer, chacun dans son rôle, dans ses missions, mais l'assurance maladie, sous toutes ses formes d'acteurs, a un rôle qui est de faire que nous ayons à la fois une préoccupation d'équilibre économique, parce que comme je le dis toujours, l'équilibre économique, ce n'est pas uniquement le plaisir de dépenser moins ou d'avoir un solde à zéro, c'est surtout la condition pour préserver un modèle de solidarité. Parce que quand vous regardez l'évolution des choses au cours des 20 dernières années, vous voyez bien que la part de la sécurité sociale, l'ensemble des régimes obligatoires dans la couverture des dépenses de santé, est aujourd'hui de 78%, était il y a 20 ans de 78%. On pourrait se dire qu'il ne s'est donc rien passé. En fait, en 20 ans, il y a eu, parce qu'il y avait des déficits, des déremboursements qui sont intervenus de ci, de là. Pourquoi est-ce que le 78% reste stable? C'est parce qu'on a 2 fois plus de patients en affection de longue durée qui sont pris en charge à 100%. Bon. Donc cette mission d'équilibre des comptes, elle est importante à ce titre-là. Bon. Et pour équilibrer les comptes, il faut maîtriser l'évolution, la progression des dépenses à peu près au même rythme où les recettes elles-mêmes progressent. Et on voit bien que pour réussir cela, il est extrêmement important, pas seulement de faire des économies de bout de chandelle, mais d'investir sur ce qui nous semble, les uns et les autres, je crois qu'on est tous d'accord, être les meilleurs leviers pour faire que l'on dépense le juste prix, c'est d'être dans la qualité et notamment dans la prévention. Et donc on est amené progressivement, on a été amené les uns et les autres, mais le régime général aussi, à chercher à s'engager davantage dans l'accompagnement des patients, dans l'organisation des soins et dans des programmes de prévention qui ne couvrent pas tous les enjeux, mais qui en couvrent maintenant un certain nombre. Alors j'en viens maintenant rapidement à l'autre partie de votre question, c'est cette question finalement qu'on n'a jamais très bien su prendre en charge au sein du régime général, qui est le croisement de ces interventions auprès de nos publics sur des enjeux de qualité, de prévention, au sens très large du terme, et la dimension professionnelle. Bon. On ne sait pas bien la prendre au sein de l'assurance maladie parce que l'intervention en milieu professionnel, nous l'avons peu ou prou restreinte au champ d'action de la branche AT-MP. Bon. Là, nous sommes très clairement, je parle devant David Claire, le directeur général de la CRAMIF, nous sommes dans un champ de mission parfaitement défini, avec la prévention, la réparation, la tarification. Nous avons nos balises et nous savons quoi faire. Mais dans le champ de la maladie, qui n'est pas la réparation du risque professionnel, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, nous n'intervenons finalement pas beaucoup et on s'en approche guère du lieu qu'est l'entreprise ou le lieu de travail. Or, je pense que c'est une erreur. Parce que d'abord, il y a évidemment des porosités que chacun connaît entre ce qui est le risque AT-MP et ce qui est le risque maladie. C'est tout le sujet de la sous-déclaration. Et donc, il y a des choses qui sont clairement d'origine professionnelle, mais qui s'imputent sur l'assurance maladie classique. Et puis, parce qu'il y a aussi, au travers des enjeux de prévention, le milieu professionnel est évidemment un lieu très important. Et même quand on est sur une cause de maladie qui n'a pas nécessairement une origine liée à un facteur de risque professionnel, on voit bien aujourd'hui que sur la question des arrêts de travail, dont on voit bien que leur évolution est simplement au double de l'évolution des dépenses de santé. Aujourd'hui, les prestations en espèces augmentent chaque année 2 fois plus vite que les prestations de soins. Bon. C'est un sujet difficile qui parfois nous amène à avoir des débats difficiles avec les médecins libéraux qui prescrivent, mais quand on regarde de près les choses, ce qui coûte cher dans les IJ, c'est les arrêts longs. Ce n'est pas tellement les arrêts courts. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des arrêts longs? C'est qu'on est aussi parfois face à des situations qui ne sont pas forcément des affections de longue durée, sur lesquelles tout le monde est un peu démuni.
le médecin traitant, le médecin conseil de l'assurance maladie, et le troisième partenaire qu'on n'associe pas suffisamment dans le triangle, qui est le médecin du travail. Et on voit bien qu'on a besoin de construire des organisations qui croisent médecine de ville, sécurité sociale, de transversalité comme ça. Et de coordination et de coopération. Donc tout ceci, en réalité, dessine toute une série d'enjeux où nous avons besoin davantage d'être présents dans le champ professionnel à plein de titres, voilà, différents, complémentaires. Et donc, de ce point de vue-là, le positionnement de MFP Services est d'autant plus précieux que, de surcroît, s'il y a un terrain de jeu professionnel sur lequel l'assurance maladie n'a aucun repère, c'est celui de la fonction publique. Et donc, ceci nous a permis de dessiner de manière évidente le fait que nous avions vocation à accompagner votre projet stratégique qui était précisément de ne pas rester sur la gestion des prestations parce que c'était devenu compliqué, et de vous engager totalement sur ce champ d'intervention que je soulignais et que je dessinais rapidement. Du côté de l'assurance maladie, par rapport à ces missions que vous avez fixées, comment allez-vous effectivement évaluer? Quelles sont les attentes concrètes pour mesurer l'action qui est déléguée à MFP Services? On ne va pas être dans une relation comme ça, ainsi voilà, on va définir ensemble à partir de ce que vous, MFP Services, voilà, considérez être des sujets pertinents d'engagement et d'investissement de sa part, et à partir du contenu de ces actions, ce que doivent être en effet des éléments d'évaluation, parce que tout ce que nous faisons, nous devons évidemment l'évaluer. Je pense qu'il y a deux grandes familles de sujets. Il y a des sujets qui sont les sujets généraux, qui ne sont pas propres, je dirais, à des actions spécifiques de MFP Services. Nous avons des enjeux de vaccination antigrippale. Il faut pouvoir, au-delà des publics fragiles sur lesquels nous avons un dispositif national, nous engager collectivement dans tout ce qui peut permettre le recours à ce type de vaccination. Nous allons vous proposer, évidemment, de déployer davantage l'accès à un certain nombre de services que l'assurance maladie déploie, notamment dans le suivi d'un certain nombre de pathologies chroniques. Sophia a été mentionnée. Sophia, c'est aujourd'hui 900 000 malades du diabète que personne ne force à adhérer au service Sophia et qui adhèrent au service Sophia. Je dis ça en insistant un peu, parce que Jean-Paul Hamon, tout à l'heure, qui va venir, vous dira grand bien du service Sophia. C'est un des désaccords que nous avons, lui et moi. Sophia est aujourd'hui un service, 900 000 personnes, et une évaluation qu'on a refait à nouveau, et que nous avons rendu public ces derniers mois, et qui montre que voilà, Sophia fonctionne à la fois dans l'amélioration du suivi sur notamment les patients qui sont le plus en écart aux soins, et maintenant d'économies sur des dépenses hospitalières évitées, parce qu'une meilleure prise en charge en ville permet d'éviter des épisodes plus compliqués. Donc il y a nos programmes propres, globaux, et puis il y a tout ce que MFP Services va chercher à développer pour sa part, et commence à faire, et sur lequel on construira évidemment, et c'est très important, des outils d'évaluation adaptés à chacune des problématiques. Oui, alors effectivement, vous me l'aviez évoqué, Monsieur Caron, en amont. Effectivement, c'est une spécificité de votre démarche. C'est non seulement vous mettez en place des programmes, mais vous êtes vraiment avec une volonté d'évaluer pour pouvoir mettre en place à grande échelle. Je voudrais juste que vous nous expliquiez rapidement quel est cet objectif, et j'aimerais bien que, Monsieur le Directeur, vous nous réexpliquiez. Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'on a vu que pendant des années, la prévention, la difficulté, c'était de passer du stade de l'expérimentation au stade de la généralisation, et qui posait la question effectivement de l'évaluation. Et de ce fait, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette priorité à l'évaluation qui est mise en place par MFP Services. Si Monsieur Caron, vous pouvez commencer. Ce qui a été partagé d'entrée avec la CNAM, avec Nicolas Revel et MFP Services, c'était véritablement de donner un véritable sens aux actions de prévention. Mais quand je dis sens, c'est une vraie pertinence des actions de prévention que nous allions mettre en œuvre. Donc la première chose, c'est le conseil d'administration de MFP Services, sur fonds propres, a décidé d'investir sur un logiciel de dernière génération, mais véritablement pour pouvoir bien analyser la base de consommation des assurés sociaux dont nous avons automatiquement la charge. Cela, je le disais rapidement tout à l'heure, cela permet de mettre l'accent sur les différentes prévalences, sur les taux de prévalence, de discuter avec un conseil scientifique, d'ailleurs le professeur Roger Salamon est ici présent, avec un conseil
conseil scientifique avec lequel nous débattons, nous échangeons véritablement sur les besoins a priori détectés, ressentis de la fonction publique. Et puis, si cela est intéressant, eh bien, avec ce même conseil scientifique, nous établissons véritablement une map, nous établissons un programme de prévention que nous portons à la connaissance de la CNAM, parce qu'il n'est pas question d'utiliser les subsides publics pour faire de la prévention autre que celle que nous avons définie ensemble. Et passé tout cela, eh bien, nous mettons en œuvre sur une région d'expérimentation. Mais lorsque l'on met en œuvre, nous avons déterminé véritablement les indicateurs d'efficacité, d'efficience, on appelle cela comme on veut l'entendre, que nous recherchons au travers de l'action de prévention. Et si ceux-ci sont au rendez-vous, eh bien, nous généralisons. S'ils ne sont pas au rendez-vous, nous arrêtons de façon très claire. Donc, un outil, une équipe véritablement d'ingénierie, c'est ce qui est devenu MFP Service. Un réseau porteur au plus près des assurés socio-fonctionnaires qui est le réseau des militants des mutuelles. Ce sont des militants de la santé publique dans ce cadre-là, de façon très claire. Et puis, bien entendu, les rapports qui sont faits, une relation avec l'État employeur qu'il va falloir consolider, qu'il va falloir, je dirais, ancrer de façon très claire pour éviter toute inégalité de traitement au niveau des fonctionnaires. Et tout cela devrait répondre, eh bien, je dirais, à la feuille de route que la CNAM nous donne. Moi, je salue la manière, je ne sais pas si ça marche, la manière de faire, parce que, en effet, on a en France un peu trop souvent l'habitude de lancer des choses sans évaluation. Voilà. C'est un des éléments, moi, d'étonnement que j'ai eu en rentrant plus complètement dans le champ de la santé depuis quelques années, ce qui d'ailleurs nous a amené à construire un dispositif d'innovation organisationnelle dans le cadre de l'article 51 qui place au cœur des projets retenus une exigence d'évaluation. Bon. Donc ça me paraît très bien. Après, l'évaluation, il faut évidemment doser son niveau de complexité, d'exigence au regard de ce qu'on cherche à évaluer. On n'est pas obligé d'avoir des dispositifs hyper complexes pour des choses petites, mais il faut toujours, à un moment donné, pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va regarder et avec quel bras de comparaison on le regarde par rapport à des publics qui ne sont pas intégrés dans le dispositif et qui sont dans les mêmes problématiques. Voilà. Ça veut dire du coup qu'il faut aussi savoir être un peu patient. Parce que quand on lance quelque chose et qu'on veut se donner le temps de l'évaluer avant de décider si on le passe à l'échelle, eh bien, ça veut dire qu'il faut que l'action se passe sur un certain temps et qu'on ait eu le temps d'évaluer derrière. Voilà. Donc, ça, apprendre la patience n'est pas toujours non plus extrêmement simple. Voilà. Donc, voilà. Et je pense que ce n'est pas un problème de se dire, sur ce sujet de prévention sur lequel, honnêtement, on a certes du retard en France, mais on peut aussi prendre le temps de poser les bases d'une action, je dirais, un peu réfléchie, de se dire, les prochaines années, ça va nous permettre de tester, de regarder ce que nous pourrions faire dans un certain nombre de thématiques de santé pour pouvoir ensuite construire d'ici 2-3 ans ce que pourrait être en effet un passage à l'échelle qui posera le moment venu d'ailleurs des questions de financement parce que tout ça coûte évidemment cher, mais c'est jamais un problème d'investir sur des sujets de prévention, par exemple, quand on sait qu'on est en train d'investir sur une action qui a démontré préalablement de manière claire et évaluée qu'elle produit un résultat sanitaire, médical et puis même médico-économique, même si celui-ci peut intervenir à un terme qui n'est pas forcément tout de suite, mais un peu plus tard. Voilà. Je vais reprendre le micro qui fonctionne du coup. Oui, pour rebondir sur cette question de l'évaluation, une spécificité également des MFP Services, c'est que vous avez accès aux données également, données médicales du régime. C'est un élément très important. On est dans une actualité où le projet de loi santé, effectivement, est en train de mettre en place une nouvelle architecture avec la plateforme numérique des données de santé, le Health Data Hub. Quel est effectivement quel est l'apport que ça peut amener en termes de prévention, à la fois au niveau de la fonction publique, question pour Bruno Caron, et effectivement, une question peut-être pour Nicolas Revel. Globalement, et est-ce que par exemple on pourrait réfléchir à des appariements entre les différents programmes ? Où vous voulez commencer ?
Bon, on a en France, maintenant depuis fort longtemps, la chance de disposer d'une base de données de santé qui, historiquement, s'est construite sur ce qu'on appelle le SNIRAM, qui centralise sur la totalité de la population se soignante en France toutes les données de remboursement, que ces remboursements aient lieu en ville ou dans les établissements, y compris publics, via le PMSI. Il y a peu de pays qui ont une base aussi profonde et large que le SNIRAM, même si on voit des pays qui vivent assez bien avec des bases sur un échantillon partiel de la population qui a une forme de représentativité, mais voilà, c'est quand même un vrai plus que de l'avoir aussi large et surtout aussi profonde. Bon. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on a parfois entendu, cette base de données n'a jamais été planquée dans un coffre-fort à la Caisse nationale d'assurance maladie. Elle a de longue date été ouverte à des acteurs extérieurs, mais qui, comme dans tous les pays où ce type de base existe, doivent, entre guillemets, dire pourquoi ils veulent accéder à cette base. Il faut qu'il y ait un intérêt public, il faut qu'il y ait une évaluation de la conformité à la loi informatique et liberté par la CNIL. Bon. Ceci pour remettre, je dirais, voilà, dissiper, comme on dit, un malentendu qui, j'espère maintenant, n'existe plus. D'ailleurs, la loi de 2016 a ouvert encore un peu plus l'accès à cette base, qu'on appelle maintenant le Système national des données de santé, puisque n'importe quel acteur, public et privé, peut demander à accéder à cette base. Cette base est évidemment anonymisée, il n'y a aucune donnée nominative dedans. Bon. Elle a simplement une limite, cette base. C'est que, comme je vous l'ai dit, elle est uniquement construite sur des données de remboursement de soins. Voilà. Alors, c'est très important parce que les données de remboursement de soins disent beaucoup de ce que sont les soins et les parcours de soins. Mais on est tous convaincus qu'il y a d'autres données médicales potentiellement mobilisables qui, croisées avec celle-ci, pourrait permettre d'enrichir formidablement notre compréhension de ce que sont les pathologies, de ce qu'est le traitement de ces pathologies, de ce qu'est le parcours des malades atteints de ces pathologies. Et comme nous voyons un certain nombre d'acteurs, et notamment hospitaliers ou hospitalo-universitaires, développer des programmes consistant à se doter de leurs propres entrepôts de données où ils stockent, entre guillemets, des données sur les patients, notamment atteints de pathologies chroniques, soignés dans ces structures. Et avec des données beaucoup plus médicalisées, beaucoup plus cliniques, avec de la biologie, avec des diagnostics, avec des comptes rendus d'hospitalisation. Bref, je ne vais pas... il y a autant de données et de types de données qu'il y a d'entrepôts. La loi qui va être votée dans les semaines qui viennent, un peu comme la loi fonction publique, la loi santé, va être aussi... votée et promulguée d'ici la fin du mois de juillet. L'idée, c'est de permettre, du coup, à partir du SNIRAM, un enrichissement par l'émergence d'autres bases cliniques, mais surtout leur appariement. La possibilité donnée de pouvoir apparier des bases, voilà, A, B et C. Et avec la création d'un point d'entrée qui permet à tous celles et ceux, chercheurs, entreprises, professionnels de santé, fédérations hospitalières, de vouloir mieux comprendre en pouvant voilà, chercher des choses, étudier des éléments à partir de cette base, de passer par cette plateforme et de pouvoir ainsi, après avoir expliqué le projet, que la CNIL est vérifiée, etc. Bon. C'est, à mon avis, je pense, un levier formidable pour permettre que voilà, on progresse dans la compréhension des maladies et de leur prise en charge. Je pense que c'est aussi pour les acteurs qui ont en charge des actions de prévention, de gestion du risque, d'accompagnement des patients, ça doit aussi nous permettre d'être, entre guillemets, plus efficaces dans notre compréhension et le ciblage de nos actions. Par exemple, pour la prévention, pour la fonction publique, ça pourrait avoir un vrai effet potentiel. En tout cas, je pense que dans la manière de construire des actions, de cibler des assurés ou des catégories d'assurés, des tranches d'âge d'assurés, on ne fera pas du nominatif à partir du sien, puisque c'est anonymisé. Mais on peut, à partir du moment, à partir d'une analyse fine des bases, savoir sur quel type de public il faut agir. Voilà.
Rien qu'en complément, effectivement, on détermine sur quel type de public nous agissons et nous pouvons suivre justement ce type de public au travers des années. Souvent, je dis à Marina Molin, la directrice déléguée, il faut faire du court, moyen, long terme. Voilà. Mais selon les différentes actions et de voir si les dénominateurs de santé s'améliorent ou pas. Voilà, de façon très claire. Mais pour répondre en ce qui concerne FPS, c'est primordial d'avoir accès aux données. Dès lors qu'on veut démontrer la pertinence de la prévention, il faut qu'on puisse la mesurer de façon très claire. Quelles données on a dit données de remboursement, données voire médicales éventuellement s'il y a un élargissement. Alors ça va. Les données de remboursement, elles sont disponibles et pour le coup là, les choses sont relativement simples. La plateforme des données de santé, cette capacité, je dirais, de pouvoir apparier les données que nous connaissons, la base historique du SNIRAM, avec de nouveaux entrepôts développés par des CHU, avec des données plus cliniques et médicales, là, il faut avoir là aussi un petit peu de patience parce que ces entrepôts sont en train de se constituer. Pour pouvoir apparier, il faut régler la question de l'identifiant de l'assuré, du processus de pseudonymisation qui doit évidemment être commun à toutes ces bases. Donc là, il y a objectivement un tout petit peu de travail. Et donc, ça n'est pas tout de suite que ni MFP Service, ni même la CNAM ne pourra faire des appariements sur un nombre de bases extrêmement large. Alors, je suis sûr que dans la salle, il y a beaucoup de questions. Vous pouvez lever la main éventuellement si vous avez des questions à poser sur ce sujet, ces deux évolutions, donc sur MFP Service. Des interventions éventuellement au fond de la salle. Oui, bonjour, Stéphane Lemasson pour Terragora. On présente souvent la législation française, je parle en particulier de la loi informatique et liberté de 78, la directive européenne de 95, comme des législations fondatrices dans le domaine de la protection, du traitement des données. Et d'autres aujourd'hui considèrent que cette législation pourrait constituer un frein dans l'exploitation des données, en particulier des données de santé. J'aimerais avoir l'avis de nos deux intervenants sur cette question-là. Est-ce que finalement il faut adapter la législation? Est-ce qu'il faut l'assouplir ou au contraire, est-ce que la France est sur la bonne voie? Merci. On va peut-être prendre une autre question en posant aussi sur la fonction publique, les enjeux pour la fonction publique de ce partenariat. Éventuellement, non. Alors, je vais... Non, moi, si je peux me permettre de répondre, moi, je suis convaincu qu'on doit avoir une législation très forte dans le domaine de la protection des données individuelles, tout particulièrement dans le champ de la santé. Voilà. Alors, évidemment, ça crée un certain niveau d'exigence. Bon, voilà. Mais c'est quoi le sujet? On veut pouvoir faire des études embrassant des données de plus en plus multiples. Il y a une seule exigence, c'est la non-réidentification possible des assurés. Tout ceci ne peut se faire que dès lors que nous avons des règles à la fois de sécurisation de nos bases en termes de risque de vol de données et des règles ensuite sur quels accès, quel type, entre guillemets, d'études nous autorisons, avec évidemment un risque qui est celui qu'à force de croiser des critères, on puisse à la fin des fins tomber sur une seule personne et pour peu qu'on puisse croiser avec un critère connu ou une information connue, retrouver la totalité de l'historique médical d'une personne sur lequel on a un indice, etc. Donc oui, on a besoin d'une législation, oui, on a besoin d'une commission nationale et oui, nous devons nous plier à ce type d'exigence. Ce sur quoi, en revanche, la CNIL a travaillé, c'est de pouvoir améliorer ces procédures pour pouvoir, d'une certaine manière, accélérer le traitement des demandes qui ont vocation à augmenter et même se multiplier, de telle sorte que nous puissions ne pas faire attendre 12 mois un porteur de projet, le temps qu'il passe par une évaluation CNIL, ce qui a pu être à un moment donné le cas, mais ce sur quoi la Commission nationale a apporté un certain nombre d'améliorations.